I nie jest powromo, nie monie żonią zgin. Ich monia za. À la fin du mois de juillet 2007, dans une chambre silencieuse, Michel Serrault s'est éteint à l'âge de 79 ans. La France entière s'est alors rappelée de son rire éclatant, de ses mimiques uniques, et surtout de ce rôle qui l'avait rendu immortel. Albine, dit Zaza, dans La cage aux folles. Derrière les paillettes, derrière le maquillage d'artiste de cabaret, se cachait pourtant un homme plus complexe qu'on ne l'imaginait. Un homme qui portait en lui ses colères, ses blessures, ses fidélités brisées. Pendant plus d'un demi-siècle, Michel Serrault a traversé toutes les époques du cinéma français. Il a connu la gloire des années 60 avec la comédie populaire, il a vécu l'explosion du rire partagé avec les foules des années 70, et il a touché à la gravité du drame dans ces dernières décennies. Mais derrière ce parcours éclatant, il y avait aussi des ombres, des rancunes qu'il n'a jamais vraiment effacées. Car même les grands comédiens, ceux qui paraissent faits pour rassembler, cachent parfois des inimitiés profondes, presque impossibles à surmonter. Lorsque Serrault repensait à son itinéraire, il n'évoquait pas seulement les applaudissements et les triomphes. Il se souvenait aussi des visages qu'il aurait préféré ne jamais croiser. Des collègues devenus rivaux, des amitiés déçues, des rapports de force qui avaient laissé des cicatrices invisibles. 5 noms, précisément, revenaient dans son esprit comme des fantômes insistants. 5 figures du cinéma et du théâtre français qu'il ne pouvait tout simplement pas voir en peinture. Ce récit n'est pas seulement celui d'un acteur aux 1000 visages. C'est aussi le portrait d'un homme qui, derrière ses éclats de rire, cachait des colères glacées. Nous allons plonger dans ces coulisses, où les projecteurs s'éteignent et où la vérité se révèle. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. 5 histoires de complicité brisées, 5 rivalités restées à vif. Et si Michel Serrault a tant marqué le public, c'est aussi parce qu'il a su transformer ses blessures en art. Numéro 1. Jean Poiret. Tout commence avec une complicité que l'on croyait indestructible. Michel Serrault et Jean Poiret s'étaient rencontrés dans les années 50, alors qu'ils gravitaient autour des cabarets parisiens. Très vite, ils avaient compris qu'ensemble, ils formaient une mécanique comique imparable. Le public riait de leur duo comme on rit d'un couple qui se complète à la perfection, l'un dans la retenue ironique, l'autre dans l'exubérance fragile. Et de cette rencontre naquit une aventure artistique hors du commun. C'est sur les planches, en 1973, que leur chef-d'œuvre commun vit le jour, La cage aux folles. Poiret, plume acérée et regard lucide sur les mœurs, avait écrit la pièce. Serrault, lui, y incarnait Albine, alias Zaza, cette créature flamboyante, sensible et déchirante. Aux côtés de Poiret, dans le rôle de Renato, il donnait à voir une comédie qui allait bientôt traverser les frontières. L'alchimie était telle que le spectacle devint un phénomène de société, repris des centaines de fois et applaudi par des salles combles. Quand le cinéma s'en empara, en 1978, ce fut l'apothéose. Le film, réalisé par Édouard Molinaro, fit triompher le duo à l'international. Serrault obtint même un César du meilleur acteur, consacrant son interprétation d'Albin comme l'une des plus marquantes de l'histoire du cinéma français. À cet instant précis, on aurait pu croire que rien ne viendrait jamais briser ce tandem. Il semblait fait pour s'accompagner, comme 2 faces d'une même pièce. Pourtant, derrière les rideaux, le lien commençait déjà à se fissurer. Le succès, immense, mettait en lumière des fragilités cachées. Serrault, ébloui par la reconnaissance, voulait s'émanciper du carcan de la comédie pure. Poiret, lui, revendiquait sa position d'auteur, de maître d'œuvre de l'univers qu'ils avaient bâti. Ce déséquilibre s'installa insidieusement entre eux, comme une ombre sourde qui grandissait à mesure que les applaudissements enflaient. À travers ces années de gloire, Michel Serrault découvrait que même les plus belles unions artistiques pouvaient se charger d'une tension silencieuse. Et ce qui avait commencé comme une fraternité allait peu à peu glisser vers un affrontement intérieur. La fissure, au départ presque invisible, devint une fracture béante. Jean Poiret, en auteur reconnu, revendiquait la paternité de La cage aux folles. Serrault, de son côté, avait l'impression d'avoir offert son âme au rôle d'Albin, d'avoir transformé une simple figure de théâtre en un mythe universel. 2 égos, 2 visions, 2 vérités qui ne parvenaient plus à cohabiter. Dans les années 80, Poiret poursuivit son chemin, écrivant d'autres pièces, s'essayant à la mise en scène. Serrault, lui, cherchait à s'émanciper de l'étiquette d'acteur comique pour se tourner vers le drame, vers des rôles plus sombres, plus intérieurs.
mais le public et les médias continuaient à les associer. On ne parlait pas de Serrault sans évoquer Poiret, et inversement. Cette confusion permanente nourrissait une jalousie silencieuse. Serrault, malgré le César, se sentait prisonnier de l'ombre de son ancien partenaire. Les tensions éclatèrent lors de discussions autour de nouveaux projets. Poiret, en scénariste méticuleux, voulait garder la maîtrise des textes, décider du ton, du rythme, des dialogues. Serrault, plus instinctif, voulait s'autoriser des improvisations, apporter une fragilité personnelle au personnage. Sur scène comme dans les coulisses, leurs échanges prenaient des allures de duel voilé. Le rire du public, hier ciment de leur complicité, devenait soudain le miroir de leur désaccord. Un soir, au sortir d'une représentation, Serrault confia à un proche qu'il ne pouvait plus supporter le ton condescendant de Poiret, ses remarques ironiques, sa manière de se poser en maître absolu du jeu. « C'est lui ou moi » lâcha-t-il. Cette phrase, brutale, scella la fin d'un duo qui avait fait vibrer la France entière. Le temps passa, et si les souvenirs de triomphe restèrent, l'amertume ne s'effaça jamais complètement. Serrault reconnaissait le talent de Poiret, mais la blessure était trop profonde. Pour lui, cette complicité perdue représentait à la fois la gloire et la cicatrice la plus douloureuse de sa carrière. Froidement, presque sans détour, il confia plus tard, il avait beau être son double de scène, Serrault ne pouvait plus le supporter. Numéro 2. Louis de Funès. Dans le paysage du cinéma comique français, Louis de Funès régnait comme un roi absolu. Avec son énergie volcanique, ses mimiques incontrôlables et ses colères aussi tonitruantes que savoureuses, il avait conquis le public bien avant que Michel Serrault n'accède à la notoriété. Lorsqu'ils se croisèrent pour la première fois sur un plateau, Serrault se trouva face à une force de la nature. Leur première véritable collaboration eut lieu dans les années 60, au cœur de cette période où le cinéma français misait tout sur la comédie populaire. Serrault, encore cantonné au second rôle, trouva dans Joe ou Les Grandes Vacances l'occasion de donner la réplique à l'incontournable de Funès. La rencontre semblait prometteuse. L'un incarnait la retenue ironique, l'autre l'excès exubérant. À l'écran, le contraste fonctionnait à merveille. Mais dans l'ombre des projecteurs, Serrault éprouvait une sensation étrange. Tandis que de Funès accaparait l'espace, imposant son rythme frénétique et sa voix perçante, Serrault se sentait réduit au rôle de figurant de luxe. Chaque réplique semblait calibrée pour mettre en valeur le numéro de l'autre. Là où Serrault cherchait à construire un personnage nuancé, avec des silences, des fragilités, de Funès remplissait tout de son énergie inépuisable. Le public riait, les producteurs se frottaient les mains, mais Serrault, au fond de lui, sentait poindre une frustration, car il rêvait déjà d'autres horizons. Les drames intérieurs, les personnages brisés, les rôles où il pourrait explorer une vérité humaine plus profonde. À côté du monstre sacré du rire, il avait l'impression de tourner en rond, prisonnier d'un genre qui n'était pas le sien. Et pourtant, malgré ce déséquilibre, Serrault ne pouvait ignorer que ces années aux côtés de De Funès lui avaient apporté une visibilité immense. Le paradoxe était cruel. C'est grâce à cette collaboration qu'il avait gagné en popularité, mais c'est aussi là qu'il comprit à quel point il refusait d'être l'éternel second. Si l'écran projetait une alchimie comique irrésistible, la réalité des coulisses était beaucoup plus rugueuse. Louis de Funès, perfectionniste obsessionnel, dirigeait tout autour de lui comme un chef d'orchestre colérique. Chaque geste, chaque intonation devait se plier à son tempo. Pour Michel Serrault, qui revendiquait une approche plus souple, plus instinctive, cette rigueur se transformait en étau. Sur les plateaux de tournage, Serrault se souvient d'un climat tendu, presque étouffant. De Funès répétait ses scènes sans relâche, imposait ses choix de mise en scène au réalisateur, corrigeait même les répliques des autres. Serrault, pourtant respectueux du génie comique de son partenaire, enrageait intérieurement de ne pouvoir trouver sa place. Là où il cherchait à insuffler une vérité fragile à ses personnages, il se heurtait à un mur d'exubérance. Les techniciens, amusés ou lassés, observaient souvent ses prises de bec feutrées. On disait de Serrault qu'il quittait parfois le plateau avec un silence glacé, refusant d'entrer dans le jeu hystérique de son partenaire. Les spectateurs, eux, ignoraient tout de ces tensions. Ils riaient, sans se douter qu'au cœur de ces éclats de comédie se cachait un duel d'orgueil et de frustration. Avec le temps, Serrault formula une critique amère. Il ne voulait pas être l'ombre comique de quelqu'un d'autre. De Funès, malgré son immense talent, lui rappelait sans cesse ses propres limites, l'empêchant de déployer la palette dramatique dont il rêvait. Leur collaboration fut un tremplin, certes,
mais aussi une prison invisible. À huis clos, Serrault lâcha un jour à un confident, le rire tonitruant de De Funès, je ne l'entendais plus qu'avec agacement. Numéro 3. Michel Audiard. Dans l'univers du cinéma français, peu de plumes étaient aussi reconnaissables que celles de Michel Audiard. Ses dialogues, vifs comme des coups de couteau, ont marqué toute une génération de spectateurs. Serrault, au début des années 70, croisa son chemin à une époque où il cherchait encore sa place entre la comédie légère et le cinéma plus profond. L'idée de travailler avec un maître des mots tel qu'Audiard l'enthousiasmait, il admirait cette capacité à transformer une simple réplique en aphorisme inoubliable. Les premiers échanges entre eux furent teintés d'un respect mutuel. Audiard voyait en Serrault un comédien capable d'interpréter ses textes avec une subtilité rare, loin des excès de certains acteurs qui surjouaient ses dialogues. Serrault, de son côté, se réjouissait d'avoir accès à des répliques qui donnaient une chair nouvelle à ses personnages. Leur première collaboration semblait promettre une entente féconde, un terrain où le rire et l'ironie allaient pouvoir se déployer avec élégance. Mais derrière cette admiration réciproque, une ombre planait déjà, car Audiard, aussi brillant qu'il fut, portait une réputation redoutable, celle d'un homme sans filtre, mordant dans ses jugements, acerbe dans ses apartés. Serrault, hypersensible, percevait dans certaines phrases d'Audiard une ironie dirigée contre lui, comme si chaque mot pouvait être une flèche dissimulée. Le contraste entre l'homme des mots et l'acteur des nuances commença à créer un léger malaise. Là où Serrault espérait bâtir une complicité artistique, il devinait déjà la possibilité d'un affrontement silencieux. L'admiration initiale, bien que réelle, se transformait peu à peu en une inquiétude sourde, car derrière la virtuosité verbale d'Audiard se cachait une dureté que Serrault n'était pas prêt à affronter. Très vite, le respect initial céda la place à une relation beaucoup plus heurtée. Michel Audiard, fidèle à sa réputation, ne ménageait personne. Dans ses conversations comme dans ses interviews, il maniait le sarcasme comme une arme, n'hésitant pas à égratigner les acteurs qui, selon lui, ne servaient pas suffisamment bien ses textes. Serrault, qui construisait ses personnages dans la fragilité, la pudeur et le doute, se sentit directement visé. Lors des tournages, Audiard observait tout, lançait des remarques sèches, parfois blessantes. Serrault, pourtant admiratif du génie verbal du scénariste, percevait ces piques comme des coups portés à sa légitimité d'acteur. Là où il cherchait une reconnaissance de son talent dramatique, il ne recevait que des apartés moqueurs. Ce climat, plus souterrain que frontal, rongeait peu à peu la confiance qu'il avait placée en cette collaboration. Le problème ne résidait pas seulement dans les mots, mais aussi dans la manière dont Audiard cataloguait les comédiens. Pour lui, Serrault n'était qu'un acteur de comédie, un amuseur de plus dans le paysage déjà saturé du cinéma français. Serrault, lui, aspirait à être considéré comme un artiste capable de gravité, d'émotions brutes. Le décalage entre leurs visions était immense, presque irréconciliable. Certains soirs, après les journées de tournage, Serrault confiait à ses proches qu'il sortait meurtri par ces échanges. Les dialogues d'Audiard, pourtant ciselés, devenaient pour lui des prisons. Il avait l'impression d'être enfermé dans une voie qui n'était pas la sienne, condamné à servir l'esprit caustique d'un autre. Il en garda une cicatrice invisible. Malgré le talent indiscutable du dialoguiste, Michel Serrault n'oublia jamais ce sentiment de mépris voilé. Et lorsqu'il évoquait plus tard cette collaboration, son ton se faisait glacial. Dans les dialogues acérés d'Audiard, Serrault lisait aussi des blessures personnelles. Numéro 4. Claude Zidi. Dans les années 80, Michel Serrault vivait une période de transition. Après les triomphes comiques, il cherchait à donner une nouvelle orientation à sa carrière. C'est alors que son chemin croisa celui de Claude Zidi, maître incontesté de la comédie populaire, artisan de films qui faisait courir des millions de spectateurs dans les salles obscures. Serrault, en rejoignant son univers, allait connaître un succès colossal. Les Ripoux, sorti en 1984. Le film raconta l'histoire de deux flics que tout oppose. L'un, vieux briscard désabusé, incarné par Serrault, l'autre, jeune idéaliste interprété par Thierry Lhermitte. L'alchimie entre eux fut immédiate, et le talent de Zidi pour capter l'air du temps transforma ce duo en un phénomène de société. Le film triompha au box-office, décrocha le César du meilleur film et donna naissance à une saga. Pour Serrault, ce rôle fut une consécration tardive. Enfin, il prouvait qu'il pouvait briller dans un registre plus nuancé, où la comédie se mêlait au réalisme social. Au départ, la collaboration avec Zidi ressemblait à une bénédiction. Serrault admirait l'efficacité du réalisateur, son sens du rythme,
sa capacité à diriger les acteurs sans jamais les trahir. Zidi, de son côté, voyait en Serrault un interprète capable de donner une profondeur inattendue à ses personnages. Le tournage de Les Ripoux se déroula dans une atmosphère électrique mais stimulante, où chacun semblait trouver sa place. Pourtant, comme souvent dans la carrière de Serrault, derrière l'éclat du succès se cachaient déjà des tensions. Car si Les Ripoux avaient offert à l'acteur une reconnaissance immense, il allait aussi l'enfermer dans une nouvelle étiquette, celle du « flic désabusé » que le public voulait revoir à tout prix. Serrault, qui rêvait toujours d'échapper aux cases, pressentit que ce partenariat, aussi glorieux fût-il, deviendrait vite une cage dorée. Le triomphe des Ripoux avait propulsé Michel Serrault sur un piédestal inattendu. Mais très vite, il réalisa que ce succès portait en lui une ambiguïté douloureuse. Claude Zidi, en artisan de la comédie populaire, voulait capitaliser sur la formule gagnante. Serrault en vieux policier roublard, entouré de situations cocasses et de dialogues vifs. Le public en redemandait, et les producteurs voyaient déjà une franchise lucrative. Serrault, lui, rêvait d'échapper à la répétition, de creuser davantage la faille humaine de ses personnages. Les discussions entre acteurs et réalisateurs devinrent plus tendues. Zidi, pragmatique, cherchait avant tout l'efficacité, l'humour qui frappe vite et fort. Serrault, obsédé par la profondeur, voulait des silences, des nuances, des ombres dans le regard. Sur les plateaux, cette divergence créait une atmosphère étrange. Deux hommes de talent, condamnés à travailler ensemble, mais séparés par une vision irréconciliable du cinéma. Au fil des suites Ripoux contre Ripoux en 1990, puis Ripoux 3 en 2003, Serrault se sentit enfermé dans un rôle qui n'évoluait plus. Chaque scène répétait le même schéma, chaque succès réinstallait la même étiquette. Lui qui aspirait à être reconnu comme un acteur tragique autant que comique voyait son image figée dans une caricature de Ripoux sympathique. En privé, il confiait parfois son amertume. Il n'en voulait pas seulement au public ou aux critiques, mais aussi à Zidi, ce réalisateur qu'il considérait comme responsable de cette prison dorée. Derrière la complicité affichée en interview, il y avait une rancune sourde, celle d'un comédien qui se sentait trahi par le succès même qu'il avait consacré. Avec le recul, Serrault formula ce constat glacial: « Entre Zidi et moi, la comédie devint une cage que je refusais. » Numéro 5, Bernard Blier. Bernard Blier, c'était une figure tutélaire du cinéma français. Avec sa silhouette massive, son visage expressif, son timbre immédiatement reconnaissable, il avait imposé une présence inoubliable dans des centaines de films. Quand Michel Serrault le côtoya, il savait qu'il se retrouvait face à un monument. Tous deux appartenaient à cette catégorie de acteurs de caractère qui donnent du relief au récit, qui savent transformer un rôle secondaire en moment mémorable. Leurs rencontres professionnelles eurent lieu dans des films collectifs, ces comédies ou polars français où l'on réunissait une distribution prestigieuse. Serrault, encore en quête d'une identité claire, voyait en Blier un modèle autant qu'un rival. Car Blier incarnait déjà cette reconnaissance que Serrault poursuivait. On l'appelait pour son autorité naturelle, pour sa capacité à occuper l'écran même dans des scènes brèves. Derrière le respect affiché, Serrault nourrissait une admiration mêlée d'inquiétude. Il observait la facilité avec laquelle Blier obtenait l'estime des réalisateurs, la tendresse du public, la critique élogieuse. En comparaison, lui se sentait parfois relégué au rôle de clown, de comparse, d'amuseur. Blier représentait ce qu'il désirait devenir, un acteur que l'on prend au sérieux, dont on reconnaît la profondeur sous les traits les plus ordinaires. Sur les plateaux, leurs échanges restaient courtois, professionnels. Mais Serrault, hypersensible, décodait dans les moindres regards une nuance de supériorité. Était-ce réel ou imaginé? Nul ne le saura jamais vraiment. Ce qui est certain, c'est que dans l'esprit de Serrault, la simple présence de Blier suffisait à réveiller une compétition silencieuse. Comme si, à chaque fois qu'il croisait son partenaire, il devait prouver qu'il existait, qu'il méritait sa place. Et plus le temps passait, plus cette rivalité muette se transformait en fardeau. Serrault admirait Blier, mais il redoutait aussi l'ombre qu'il projetait. Une ombre qui, pour lui, avait toujours un goût amer. La rivalité entre Michel Serrault et Bernard Blier n'éclata jamais au grand jour, mais elle se tissait dans les détails, dans ces silences lourds que seuls les acteurs savent percevoir. Blier, fort de sa carrière prolifique, incarnait ce statut de père du cinéma français que Serrault convoitait secrètement. Chaque fois que la presse comparait les deux comédiens, Serrault ressentait une morsure.
On parlait de Blier comme du maître des seconds rôles, et de Serrault comme d'un imitateur tardif, un héritier sans originalité. Le malentendu s'aggrava dans les années 80. Alors que Serrault commençait enfin à décrocher des rôles principaux et des récompenses prestigieuses, les critiques continuaient de le rapprocher de Blier. Le digne successeur de Bernard Blier titrait un journal. Serrault, au lieu d'y voir un compliment, y percevait une condamnation, comme si sa propre identité artistique ne pouvait exister qu'à travers le miroir d'un autre. En privé, il avouait que cette comparaison lui était insupportable. Non pas parce qu'il méprisait Blier, bien au contraire. Il admirait sa rigueur, son naturel, sa capacité à incarner la vérité la plus simple. Mais c'était précisément cette admiration qui se transformait en douleur. Serrault avait l'impression de courir derrière une ombre, de jouer dans un terrain déjà occupé, d'être condamné à rester le second Bernard Blier plutôt que le vrai Michel Serrault. Lors de leur tournage commun, l'atmosphère restait polie, jamais conflictuelle en surface. Mais Serrault, hypersensible, croyait lire dans le sourire de Blier une ironie latente, comme si ce dernier savait très bien l'effet qu'il produisait. Était-ce réel ou le fruit de l'imagination de Serrault? Peu importe. Dans son cœur, cette conviction était ancrée. Plus tard, quand il évoquait ce souvenir, Michel Serrault résumait d'une phrase glaciale. Blier avait beau sourire, j'y voyais toujours une ombre d'ironie. En ce mois de juillet 2007, lorsque Michel Serrault quitta la scène du Monde, la France pleura un acteur qui avait traversé toutes les nuances de l'art dramatique. Derrière ses grimaces inoubliables et ses éclats de rire, il avait caché des blessures profondes, des rancunes silencieuses, 5 visages qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Mais si ces inimitiés jalonnèrent son parcours, elles ne furent jamais plus fortes que l'amour que le public lui porta. Car Serrault avait ce don rare, transformer ses failles en personnages bouleversants. Albine, dit Zaza, restera à jamais le symbole de sa dualité, à la fois flamboyant et fragile, drôle et tragique. Mais il y eut aussi l'acteur des Ripoux, le comédien des drames sombres, l'homme capable de faire surgir l'humanité là où on ne l'attendait pas. Ses colères intimes, ses rancunes secrètes, tout cela se dissolvait devant la caméra pour laisser place à une vérité universelle. Aujourd'hui encore, lorsqu'on revoit ces films, on retrouve ce regard unique, un mélange de tendresse et de mélancolie, comme s'il avait toujours su que le rire et la douleur naissaient d'une même source. Les noms qu'il n'a jamais pu supporter appartiennent à l'histoire des coulisses. Ce que la mémoire collective retient, c'est l'immense comédien qu'il fut. Ainsi se referme le rideau sur Michel Serrault, à 79 ans. Ses blessures restent dans l'ombre, mais sa lumière continue d'éclairer les écrans. Et dans ce paradoxe, entre rire et rancune, se dessine le véritable héritage d'un artiste éternel.